Rosie et Benny se sont rencontrés à l'école et leur amour a été une évidence dès les premiers jours. Ils partageaient la même vision du bonheur, une vie paisible, une maison chaleureuse et une famille nombreuse. Après quelques années de relation, ils se sont mariés dans une belle cérémonie entourée de leurs proches. Dans leur maison, construite avec amour, régnait une atmosphère de complicité et de tendresse. Chaque matin, Benny préparait du café pendant que Rosie ouvrait les rideaux en murmurant des prières pour une journée paisible. Ils formaient un couple solide, respectueux et patient, convaincus que leur bonheur serait un jour complet avec l'arrivée d'un enfant. Les premières années de mariage furent joyeuses, mais dès la 3e année, l'inquiétude s'installa, Rosie ne tombait toujours pas enceinte. Au début, ils se rassuraient en se disant que cela viendrait avec le temps, mais plus les années passaient, plus leur espoir se transformait en angoisse. Le regard des autres devint pesant. La famille, bien que bienveillante, posait des questions insistantes. « Et alors, quand est-ce que vous nous donnez un bébé? Vous avez pensé à consulter un médecin ?» Face à cette pression, le couple décida d'entamer un parcours médical. Rosie subit de nombreux examens, des prises de sang aux échographies, mais aucun problème majeur n'était détecté. Benny aussi fit des tests, et tout semblait normal de son côté. Pourtant, aucune grossesse n'arrivait. Lorsque la science ne donna aucun résultat, la famille suggéra une autre voie, celle des guérisseurs et marabouts. Malgré leurs réticences initiales, Rosie et Benny finirent par céder. Ils visitèrent des hommes réputés pour leur pouvoir mystique. L'un d'eux, un vieil homme au regard perçant, leur fit boire une potion amère et récita des incantations en langue ancienne. Un autre leur demanda d'enterrer un œuf blanc sous un arbre sacré en échange d'une promesse de fertilité. Mais les années passèrent sans changement. Chaque rituel échouait, chaque prière restait sans réponse. L'espoir se faisait de plus en plus fragile, et pourtant, Rosie et Benny ne se découragèrent jamais complètement. Au fil du temps, leur relation fut marquée par des tensions. Rosie, parfois submergée par la tristesse, se renfermait sur elle-même. Benny, de son côté, tentait de rester optimiste, mais il sentait que le poids du silence s'installait entre eux. « Peut-être que nous ne sommes pas destinés à avoir des enfants, » murmura un jour Rosie, les larmes aux yeux. « Ne dis pas ça, mon amour. Tant que nous sommes ensemble, tout est encore possible, » répondit Benny en la serrant dans ses bras. Leur nuit était parfois ponctuée de larmes silencieuses, mais au matin, ils se levaient toujours main dans la main, refusant d'abandonner leurs rêves. L'année de leur 15e anniversaire de mariage, Rosie se sentait différente. Depuis quelques semaines, elle était prise de nausées matinales, ressentait une grande fatigue et son corps semblait changer. Au début, elle n'osait pas y croire. Elle avait déjà connu de fausses alertes et ne voulait pas raviver un espoir pour être de nouveau déçue. Un matin, après avoir ressenti une soudaine envie de vomir au simple parfum du café de Benny, elle se résolut à faire un test de grossesse. Tremblante, elle s'enferma dans la salle de bain et attendit le résultat. Quand elle vit apparaître les 2 lignes confirmant sa grossesse, elle resta figée, incapable de respirer. « Benny !» Benny, appela-t-elle, la voix tremblante. Son mari accourut, inquiet. Lorsqu'elle lui montra le test, il resta silencieux un instant, les yeux écarquillés. Puis, d'un coup, il la souleva dans ses bras en éclatant de joie. « C'est vrai ? C'est vraiment vrai !» s'écria-t-il, des larmes coulant sur ses joues. « Oui, après tout ce temps, nous allons enfin avoir un bébé » murmura Rosie, émue. Ils restèrent enlacés, pleurant de bonheur, incapables de croire que leur rêve se réalisait enfin. Très vite, ils annoncèrent la nouvelle à leur famille. La mère de Rosie fondit en larmes en l'apprenant. « Ma fille, Dieu a enfin exaucé nos prières » s'écria-t-elle en la serrant contre elle. Les amis et proches du couple vinrent les féliciter, apportant des cadeaux et partageant leur bonheur. Après tant d'années d'attente et de souffrance, Rosie et Benny étaient enfin bénis par la vie. La grossesse de Rosie fut un véritable événement dans leur communauté. Certains y virent une preuve que la persévérance et l'amour finissent toujours par triompher. D'autres, plus superstitieux, murmurèrent que quelque chose d'étrange entourait cette grossesse si longtemps attendue. Débordant d'excitation, Benny et Rosie se mirent à préparer la chambre de leur futur enfant. Ils repeignirent les murs d'une douce couleur pastel, achetèrent un berceau en bois et choisirent avec soin les vêtements et jouets.
Chaque soir, Benny posait sa main sur le ventre arrondi de Rosie et murmurait des mots d'amour à leur bébé. « Mon trésor, nous t'attendons avec impatience. Tu es déjà la plus belle chose qui nous soit arrivée, disait-il en sentant les petits coups de pied de l'enfant à naître. Rosie, de son côté, prenait soin d'elle plus que jamais. Elle suivait les recommandations du médecin, mangeait sainement et se reposait autant que possible. Malgré tout, une sensation étrange persistait en elle. Parfois, elle rêvait d'ombres indistinctes murmurant autour d'elle, comme si une force mystérieuse entourait son bébé. Mais elle rejetait ces pensées, convaincue que c'était juste l'anxiété après tant d'années d'attente. Rosie ressentit ses premières contractions en pleine nuit. Benny, affolé mais heureux, prit précipitamment le sac de maternité et l'aida à monter dans la voiture. « Respire doucement, mon amour. Tout va bien se passer, lui murmura-t-il en tenant sa main. À la clinique, les sages-femmes s'occupèrent immédiatement d'elle. Rosie était épuisée mais euphorique, après toutes ces années d'attente et de souffrance, elle allait enfin tenir son enfant dans ses bras. Benny restait à ses côtés, l'encourageant à chaque contraction. Les heures passèrent, la douleur s'intensifia, mais Rosie tenait bon. Les sages-femmes et les médecins assuraient que tout se déroulait normalement. « C'est bientôt le moment, madame. Poussez encore un peu. » Avec un dernier cri de douleur, Rosie sentit enfin son bébé glisser hors d'elle. Un silence s'abattit soudainement dans la pièce. Le bébé venait de naître, mais aucun cri ne résonna immédiatement. Une étrange tension s'installa dans la salle d'accouchement. Les sages-femmes et le médecin se regardèrent, figés, l'air choqué. « Pourquoi ne pleure-t-elle pas ?» s'inquiéta Rosie, haletante. Soudain, le nourrisson poussa un cri strident, mais ce n'était pas un cri ordinaire. Il résonnait d'une manière étrange, comme un hurlement lointain venu d'un autre monde. Le médecin, encore sous le choc, souleva doucement l'enfant et recula brusquement. « Mon Dieu !» murmura-t-il, blême. Rosie et Benny se redressèrent tant bien que mal pour voir leur fille. C'était un magnifique bébé, avec une peau douce et des yeux d'un noir profond, mais sa bouche était anormalement formée. Lorsqu'elle ouvrit les lèvres, des dents vertes apparurent. Pas de simples dents de lait, mais des dents bien formées, luisantes, presque luminescentes. Un frisson glacé parcourut la pièce. Le médecin voulut prononcer quelque chose, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Ses yeux s'écarquillèrent, son corps se raidit, en une fraction de seconde, il s'écroula au sol, mort. Les sages-femmes poussèrent des hurlements de terreur, mais à peine eurent-elles croisé le regard de l'enfant et aperçu ses dents que leurs corps s'effondrèrent, inanimés. Les assistantes, paniquées, tentèrent de fuir, mais l'une d'elles fit l'erreur de regarder à son tour le bébé. Elle lâcha un cri étranglé avant de s'écrouler sur le carrelage froid. En quelques secondes, toute l'équipe médicale gisait morte autour de Rosie et Benny. Le silence retomba dans la salle d'accouchement, pesant, étouffant. Le couple, horrifié, serrait leur bébé contre eux sans comprendre ce qui venait de se produire. Autour d'eux, le chaos régnait, une scène de mort inexplicable. « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui arrive à notre bébé ?» balbutia Rosie, terrifiée. Benny, encore sous le choc, observa leur fille, son regard oscillant entre amour et effroi. Il comprit alors que quelque chose d'inexplicable venait de se produire. Leur enfant était spécial, peut-être maudite. Mais comment ? Pourquoi ? Rosie, allongée sur le lit, regardait les corps sans vie éparpillés autour d'elle. Ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait son bébé contre sa poitrine, incapable de détourner les yeux du spectacle macabre. Benny, lui, était debout, le souffle court. Son cœur battait si fort qu'il résonnait dans ses oreilles. Il essaya de rationaliser ce qu'il venait de voir, mais aucune explication logique ne venait. Comment une simple naissance pouvait-elle provoquer la mort instantanée de tant de personnes ? « Rosie, qu'est-ce qui vient de se passer ?» murmura-t-il, la voix brisée. Rosie ne répondit pas. Elle regarda leur fille, emmitouflée dans une couverture blanche, si petite et fragile. Elle dormait paisiblement, comme si rien d'anormal ne s'était produit. Pourtant, ses dents vertes étaient bien réelles. Un frisson d'effroi traversa Rosie. Pendant des années, elle avait rêvé d'avoir un enfant, prié pour ce moment. Mais jamais, elle n'aurait imaginé quelque chose d'aussi terrifiant.
L'hôpital fut rapidement alerté par le personnel à l'extérieur de la salle d'accouchement. Lorsqu'une autre infirmière entra et vit les corps étendus au sol, elle poussa un cri d'effroi et s'enfuit en courant. En quelques minutes, la panique gagna tout l'établissement. Les rumeurs commencèrent à circuler à une vitesse fulgurante. Tous les médecins sont morts en voyant le bébé de Rosie. C'est une enfant maudite. Une envoyée du diable. Aucune naissance ne devrait provoquer une telle tragédie. Le chef du village fut alerté et des anciens se réunirent pour discuter de l'événement. Certains murmuraient qu'il s'agissait d'une punition divine, d'autres parlaient d'une malédiction transmise à travers les générations. Le lendemain, personne n'osait s'approcher de l'hôpital. Benny et Rosie étaient devenus des parias, leurs noms chuchotés avec crainte. Terrorisés, Rosie et Benny rentrèrent chez eux en secret, sous la protection de quelques proches qui ne croyaient pas aux rumeurs. Mais une fois dans leur maison, la peur continua de grandir. Il faut comprendre ce qui se passe, Benny. Il souffla Rosie en berçant doucement leur fille. Benny acquiesça. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement ignorer cette situation. Il se rendit chez un vieil homme du village, un guérisseur réputé pour sa connaissance des mystères ancestraux. Lorsque Benny lui expliqua ce qui s'était passé, le vieillard resta silencieux pendant un long moment. Puis, il ferma les yeux et murmura. Une enfant née avec des dents vertes? Ce n'est pas une coïncidence. Il y a longtemps, une telle naissance a déjà eu lieu. On disait que cet enfant portait en lui une force que l'œil humain ne pouvait supporter. Ceux qui le voyaient mouraient immédiatement. Benny sentit un frisson glacé parcourir son dos. « Que devons-nous faire » demanda-t-il d'une voix tremblante. Le vieil homme soupira. « Il existe peut-être un moyen de lever cette malédiction, mais cela aura un prix. » Rosie et Benny comprenaient que leur combat ne faisait que commencer. Ils devaient protéger leur enfant, mais aussi découvrir la vérité sur son existence. Le couple était prêt à tout pour sauver leur fille, même si cela signifiait affronter des forces dépassant leur compréhension. La situation devint rapidement incontrôlable. Les rumeurs avaient enflammé les esprits, et la peur s'était transformée en haine. Une foule en colère s'était rassemblée devant la maison de Rosie et Benny, torchés et armes en main. « Sortez cette créature d'ici » hurla un homme. « Cet enfant est un monstre. Il va tous nous tuer. » Rosie, tremblante, serra son bébé contre elle. Elle sentait les battements rapides du petit cœur de son enfant contre sa poitrine. Benny, lui, scrutait les fenêtres avec angoisse. « Nous devons partir. Maintenant. » Profitant de la nuit noire, ils s'échappèrent discrètement par l'arrière de leur maison. Benny portait un sac contenant quelques vêtements et de la nourriture, tandis que Rosie gardait Sarah contre elle, cachant son visage sous un tissu épais. Ils marchèrent des heures, traversant des sentiers escarpés et des rivières, fuyant le village qui les avait vus grandir. Chaque bruit dans la nuit les faisait sursauter. Après plusieurs jours d'errance, le couple arriva dans un village reculé, loin de tout. Il était petit, paisible, et ses habitants semblaient moins enclins à poser des questions. « Nous devons être discrets » murmura Benny à Rosie. Ils s'installèrent dans une modeste maison à l'orée du village, où personne ne viendrait les déranger. Ils se firent passer pour un couple ayant tout quitté pour recommencer ailleurs, évitant de parler de leur passé. Ils nommèrent leur fille Sarah. Malgré tout, l'ombre de la malédiction planait toujours sur eux. Benny et Rosie consacrèrent leurs jours et leurs nuits à trouver un moyen de sauver leur fille. Ils rencontrèrent des guérisseurs, des prêtres, des sorciers, mais aucun ne trouva de solution. Cette malédiction est trop ancienne? Elle dépasse mes connaissances, avoua un vieux sage. Rosie et Benny ne se découragèrent pas. Ils essayèrent des rituels, des potions, des prières, mais rien n'y fit. À chaque tentative échouée, leur espoir s'amenuisait. Pire encore, Sarah grandissait et sa présence devenait de plus en plus dangereuse. Un soir, alors que Sarah avait environ 1 an, elle ouvrit la bouche devant une voisine qui leur rendait visite. La femme, en voyant les dents vertes de l'enfant, s'écroula morte sur le seuil de la maison. C'était la goutte de trop. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Si quelqu'un d'autre meurt, ils nous chasseront encore, dit Benny avec gravité. C'est alors qu'ils eurent une idée, cacher le visage de Sarah derrière un masque.
Benny confectionna un masque sculpté avec soin et ajusté parfaitement au visage de la petite. Il était décoré avec des motifs traditionnels du village pour qu'il passe inaperçu. Désormais, Sarah ne devra jamais retirer ce masque en présence de quelqu'un d'autre, déclara Rosie en l'attachant avec un ruban de soie. Sarah grandit avec ce masque, sans jamais comprendre pourquoi elle devait le porter. Pour elle, c'était normal. Elle apprit à parler et à jouer comme tous les enfants, mais toujours cachée derrière ce masque. Mais Rosie et Benny savaient que ce n'était qu'une solution temporaire. À 6 ans, elle entra à l'école avec une excitation débordante. Elle portait toujours son masque en bois finement sculpté, attaché avec un ruban de soie derrière sa tête. Dès les premières semaines, ses enseignants furent frappés par son intelligence. « Cet enfant comprend tout avant même qu'on le lui explique », s'exclama son institutrice après un exercice de lecture. Sarah absorbait les connaissances avec une facilité déconcertante. « Mais comment fais-tu » demandèrent ses camarades, émerveillés. « Je lis, et ça reste dans ma tête », répondit-elle simplement. Ses résultats étaient toujours exceptionnels, 19/20 de moyenne générale, des devoirs impeccables, des réponses justes en permanence. Les autres enfants oscillèrent entre admiration et jalousie, certains l'idolâtrant, d'autres la trouvant étrange. Mais tous se posaient la même question. Pourquoi portait-elle ce masque ? Le directeur de l'école, impressionné par son intelligence, décida de la soumettre à des tests. Il lui donna des exercices de niveau supérieur, la confronta à des problèmes complexes. Résultat, Sarah les résolut tous avec une facilité alarmante. Cet enfant est un génie. Elle n'a rien à faire dans sa classe actuelle, conclut-il. C'est ainsi qu'elle commença à sauter des classes. À 10 ans, elle était déjà au collège étudiant aux côtés d'élèves beaucoup plus âgés qu'elle. À 15 ans, elle décrocha son baccalauréat avec mention très bien, sous les applaudissements de ses enseignants et l'émotion de ses parents. Notre fille est un miracle, murmura Benny, les larmes aux yeux. Nous avons tout sacrifié pour elle, et elle nous comble de bonheur, ajouta Rosie en serrant Sarah contre elle. Sarah, elle, souriait derrière son masque. Elle voyait la fierté dans les yeux de ses parents et de ses professeurs. À 15 ans, Sarah entra à l'université, un monde bien différent de tout ce qu'elle avait connu jusqu'ici. Les bâtiments imposants, les salles bondées et les étudiants bien plus âgés qu'elle formaient un environnement intimidant. Mais, comme toujours, elle s'adapta rapidement. Dès les premiers mois, ses professeurs furent stupéfaits par son niveau. Elle comprenait tout avant même la fin des explications, anticipait les questions, donnait des réponses précises et réfléchies. « Cette jeune fille est un prodige », murmura l'un de ses enseignants après un cours de physique avancé. « Elle pourrait enseigner ici plutôt qu'étudier », plaisantait un autre. Mais cette intelligence exceptionnelle avait un prix, elle était seule. Sarah n'avait ni amis ni copains. Elle parlait peu, ne participait pas aux discussions futiles, et surtout, elle portait toujours son masque. Ce masque, qui la protégeait depuis son enfance, était devenu son fardeau. Il faisait d'elle une énigme vivante. Certains étudiants l'admiraient en silence, fascinés par son mystère et son génie. D'autres, en revanche, la jalousaient et la trouvaient arrogante. Parmi ces jaloux, une jeune fille en particulier se démarquait, Naïla. Naïla était une étudiante brillante elle aussi, mais voir Sarah dominer les cours avec une telle facilité l'exaspérait. Chaque fois que Sarah obtenait les meilleures notes, Naïla sentait une rage sourde monter en elle. Pourquoi elle, confia-t-elle un jour à ses amis. Elle a déjà une intelligence hors du commun, et en plus, elle se cache derrière ce masque comme si elle était une reine mystérieuse. Elle observait Sarah avec mépris, cherchant une occasion de la déstabiliser. Un jour, alors qu'un groupe d'étudiants discutait après un cours, Naïla se leva, d'une voix forte, lança. « Dis-moi, Sarah. Qu'est-ce que tu caches sous ce masque ?» Tous les regards se tournèrent vers elle. Sarah, calme comme à son habitude, ne répondit pas. « Tu ne veux pas parler ?» insista Naïla, avec une arrogance mordante. « Ou bien, tu as honte de ton visage ?» Les murmures s'amplifièrent. Certains étudiants attendaient avec impatience la réaction de Sarah. Allait-elle enfin répondre? Allait-elle enlever son masque? Mais Sarah resta impassible. Elle se contenta de fixer Naïla un instant, puis tourna les talons et partit sans un mot.
Ce silence mit Naïla hors d'elle. Et elle se croit au-dessus de nous, siffla-t-elle entre ses dents. Mais au fond d'elle, une idée germait, si Sarah refusait de retirer son masque, peut-être qu'un jour, quelqu'un le lui arracherait de force. Ce que Naïla ignorait, c'est que cette curiosité mal placée pourrait bien lui coûter la vie. Depuis l'affrontement avec Sarah, Naïla n'avait cessé de ruminer. La réponse glaciale de Sarah l'avait troublée, mais au lieu d'abandonner, sa haine s'intensifia. Elle voulait voir ce que Sarah cachait sous ce masque, coûte que coûte. C'est alors qu'elle eut une idée. Elle en parla à Sidi, un étudiant arrogant et provocateur, prêt à tout pour impressionner Naïla. Si tu veux vraiment prouver que cette fille n'a rien de spécial, il faut qu'on lui enlève ce masque et qu'on prenne une photo, suggéra-t-il avec un sourire. Tu crois que tu peux le faire, demanda Naïla, hésitante. Bien sûr, c'est une fille comme une autre. Son masque, c'est juste une mise en scène. Ils décidèrent d'agir un soir, quand Sarah serait fatiguée et vulnérable. Cette nuit-là, Sarah dormait profondément dans sa chambre d'université. Elle avait eu une longue journée de cours et s'était endormie sans même verrouiller sa porte. Naïla et Sidi arrivèrent devant sa chambre. « Reste ici et surveille », chuchota Sidi à Naïla. « D'accord, dépêche-toi. » Naïla resta postée devant la porte pendant que Sidi entrait à pas feutrés dans la chambre. Dans l'obscurité, il vit Sarah, allongée paisiblement sur son lit, son masque toujours attaché à son visage. Il esquissa un sourire. « Elle dort comme un ange », murmura-t-il. Sans hésiter, il tendit la main et retira le masque de Sarah. Au début, il ne vit rien d'anormal. « Tu vois, c'était juste une histoire stupide », pensa-t-il. Il sortit son téléphone et ouvrit l'appareil photo. Mais au moment où il appuya sur l'écran pour prendre une photo, Sarah ouvrit brusquement les yeux. Ses pupilles brillèrent d'une lueur étrange dans la pénombre. Elle ouvrit la bouche pour parler. Et Sidi vit ses dents vertes. Sidi n'eut même pas le temps de crier. Son corps se figea, ses yeux se révulsèrent, et il s'écroula sur le sol, mort sur le coup. Sarah, paniquée, saisit immédiatement son masque et le remit sur son visage. Elle resta assise un instant, le souffle court, son cœur battant à tout rompre. Elle savait que ce jour arriverait. Quelqu'un finirait par voir son visage, et la mort s'ensuivra inévitablement. À l'extérieur, Naïla attendait impatiemment. Mais en entendant le bruit sourd à l'intérieur, elle fronça les sourcils. « Et Sidi ? Qu'est-ce que tu fais » chuchota-t-elle. N'obtenant aucune réponse, elle ouvrit la porte et entra. Ce qu'elle vit la glaça d'effroi. Sidi gisait sur le sol, sans vie. Sarah était assise sur son lit, remettant précipitamment son masque. Le regard de Naïla passa de Sarah à Sidi, puis de Sidi à Sarah. La panique s'empara d'elle. « Sidi ! Sidi ! Réveille-toi » hurla-t-elle en s'agenouillant auprès de son ami. Elle toucha son bras, mais son corps était froid comme la mort. Un frisson d'horreur la traversa. Puis, réalisant ce qui venait de se passer, elle se releva d'un bond et se précipita hors de la chambre. Elle hurla à plein poumon. « Au secours! Au secours! Sarah a tué mon amour, Sidi !» Le silence de la nuit fut brisé par son cri. Les étudiants des autres chambres commencèrent à ouvrir leurs portes, curieux et inquiets. Les gardiens de l'université accoururent en courant. Et Sarah, toujours assise sur son lit, comprit qu'elle ne pourrait plus fuir la vérité. Les cris de Naïla avaient alerté tout le campus. Les étudiants sortirent de leur chambre, les gardiens arrivèrent en courant, et en un instant, la nouvelle se répandit. Sidi était mort. Naïla, en larmes et en état de choc, continuait à crier. « C'est Sarah. Elle l'a tué. Elle cache quelque chose sous ce masque. » Sarah, toujours assise sur son lit, savait qu'il était trop tard pour fuir. Quelques minutes plus tard, la police arriva. Les agents pénétrèrent dans la chambre et trouvèrent Sidi, inerte sur le sol, sans aucune trace de blessure. L'un des officiers fronça les sourcils. « Il n'a pas été frappé, pas étranglé, qu'est-ce qui a pu le tuer ?» Un autre regarda Sarah, assise calmement, son masque sur le visage. « C'est elle la suspecte ?» demanda-t-il. Naïla hocha violemment la tête.
Oui. Elle l'a tué. Il voulait juste voir son visage et maintenant, il est mort. Sarah ne chercha pas à se défendre. Elle savait que rien de ce qu'elle dirait ne pourrait expliquer la vérité. Les policiers l'embarquèrent immédiatement sous le regard terrifié des étudiants. Au village, Rosie et Benny menaient une vie discrète, espérant que leur fille puisse avoir une existence normale malgré sa différence. Mais cette nuit-là, un appel téléphonique bouleversa tout. Votre fille a été arrêtée pour meurtre. Venez immédiatement en ville. Rosie lâcha le combiné, les mains tremblantes. Benny, c'est arrivé. Ils l'ont arrêtée. Benny, sous le choc, s'efforça de rester calme. On doit partir tout de suite. On ne peut pas la laisser seule là-bas. Ils prirent la première voiture disponible et roulèrent toute la nuit pour arriver en ville. Dès leur arrivée, Rosie et Benny se rendirent directement à la prison où Sarah était détenue. Ils la trouvèrent assise sur un banc, les mains attachées, le regard vide derrière son masque. Rosie éclata en sanglots en voyant sa fille dans cet état. « Ma fille. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Sarah leva lentement les yeux vers sa mère et répondit d'une voix calme. « Maman, c'est fini. Ils savent. » Benny, d'une voix tremblante, lui demanda. « Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?» Sarah leur raconta tout. Comment Naïla l'avait provoqué, comment Sidi avait tenté de retirer son masque, et comment il était mort instantanément après avoir vu ses dents vertes. Rosie prit la main de sa fille et murmura. « On va te sortir de là. Je te le promets. » Benny et Rosie engagèrent un avocat pour défendre Sarah. Mais ils savaient que l'affaire serait compliquée. Il n'y avait aucune preuve d'un meurtre intentionnel, mais la mort inexplicable de Sidi et le témoignage hystérique de Naïla suffisaient à faire de Sarah la principale suspecte. L'affaire fut portée devant le tribunal, et le juge en charge du dossier fut le juge Samuel. Ce nom fit tressaillir Benny. Samuel ? Celui du village ? Oui. Samuel avait grandi dans leur ancien village. Il connaissait leur histoire. Il savait pourquoi ils avaient dû fuir. Lors du procès, Samuel observa longuement Sarah avant de prendre la parole. « Je sais qui tu es, Sarah. Je connais ton histoire et celle de tes parents. Ce n'est pas de ta faute, et ce n'est pas un meurtre. » Le tribunal fut surpris par cette déclaration. Le juge demanda à voir le rapport d'autopsie de Sidi. Les médecins légistes confirmèrent que le corps ne présentait aucun signe de violence ni de poison. Le dossier contre Sarah était vide. Le juge déclara alors. « Sarah est libre. » Un soupir de soulagement parcourut la salle. Rosie et Benny pleurèrent en serrant leur fille dans leurs bras. Mais une chose était sûre, Sarah ne pourrait jamais revenir à l'université. Libérée, mais marquée à jamais, Sarah comprit que le monde ne lui permettrait jamais d'être normale. Elle devait maintenant décider de son avenir. Sarah était retournée au village avec ses parents, mais rien n'était plus pareil. Elle se sentait comme une prisonnière dans ce monde qui refusait de l'accepter. Chaque nuit, elle s'asseyait sous le grand baobab derrière leur maison, le regard perdu dans l'obscurité. « Pourquoi suis-je née ainsi ?» se murmurait-elle à elle-même. « Suis-je condamnée à vivre cachée toute ma vie ?» À des kilomètres de là, dans la grande ville, Papy vivait aussi avec un poids sur le cœur. Il avait toujours admiré Sarah, non seulement pour son intelligence exceptionnelle, mais aussi pour son mystère. Alors que beaucoup se méfient d'elle, lui voyaient en Sarah une étoile inaccessible. Mais il n'avait jamais eu le courage de lui parler de ses sentiments. Maintenant qu'elle avait disparu de l'université, il se sentait vidé. Il aurait aimé lui dire à quel point elle comptait pour lui. Une nuit, alors qu'il dormait profondément, il fit un rêve troublant. Il vit Sarah, seule, assise sous un arbre, le visage caché par son masque. Elle leva lentement la tête vers lui et murmura. « Papy. Papy, viens me sauver ?» Sa voix était douce, mais remplie d'une profonde tristesse. Papy se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. C'était si réel. Pensa-t-il en s'essuyant le front. Il passa toute la journée à réfléchir à ce rêve. Pourquoi Sarah m'apparaît-elle comme ça? Incapable de trouver une réponse, il décida de consulter un marabout. Le lendemain,
il se rendit dans une petite demeure à la périphérie de la ville, où vivait un marabout réputé pour ses visions. Le vieil homme l'écouta attentivement avant de fermer les yeux quelques instants. Puis, d'une voix grave, il déclara. « Sarah n'est pas maudite comme tu le crois. Elle souffre d'un fardeau qu'elle ne peut pas porter seule. »« Que dois-je faire ?» demanda Papy, intrigué. « Seul un amour sincère peut la libérer. »« Mais es-tu prêt à affronter la vérité ?» Papy fronça les sourcils. « Un amour sincère ? Vous voulez dire que si quelqu'un l'aime réellement, elle pourrait être guérie ? Seule l'acceptation et l'amour peuvent briser ce qui la retient prisonnière de son masque. » Papy n'était pas convaincu. Il n'avait jamais cru aux superstitions, et cette histoire lui semblait trop belle pour être vraie. Mais cette nuit-là, il fit exactement le même rêve. Sarah, sous le baobab, lui tendait la main. « Viens. Papy. » Il se réveilla à nouveau, le souffle court. Cette fois, il savait ce qu'il devait faire. Au lever du soleil, Papy prit une décision radicale. Il rassembla quelques affaires et prit la route. Il ne savait pas exactement où vivait Sarah, mais il était déterminé à la retrouver. Après des heures de trajet, il arriva finalement au village isolé où elle vivait avec ses parents. Les villageois le regardèrent avec curiosité lorsqu'il demanda. « Où puis-je trouver Sarah et sa famille ?» L'un d'eux haussa un sourcil et répondit. « Pourquoi veux-tu voir cette fille ? Tu ne sais donc pas qu'elle est dangereuse ?» Papy ignora l'avertissement et continua son chemin. Quelques minutes plus tard, il aperçut enfin Sarah, assise seule sous un grand baobab, exactement comme dans son rêve. Elle ne l'avait pas encore vue. Son cœur battait à toute vitesse. Allait-elle l'accepter ? Allait-il vraiment pouvoir la sauver ? Sarah, assise sous le grand baobab, n'en croyait pas ses yeux. Papy était là, devant elle. Son cœur rata un battement. « Papy ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle se leva brusquement, méfiante. Pourquoi était-il venu ? Comment avait-il su où la trouver ? Papy sourit légèrement, essoufflé par le voyage. « Je devais te voir, Sarah. »« Mais pourquoi ?» demanda-t-elle, troublée. Il hésita un instant, puis s'assit à côté d'elle, sous l'ombre bienveillante de l'arbre. « L'écoute. Je sais que ça va te paraître étrange, mais j'ai rêvé de toi. Plusieurs fois. Tu m'appelais à l'aide. » Sarah écarquilla les yeux. « Tu as rêvé de moi ? » ?»« Oui. Au début, je pensais que c'était juste un rêve banal, mais il revenait encore et encore. » Il prit une profonde inspiration avant de continuer. « Alors j'ai été voir un marabout. Il m'a dit que ta malédiction ne pouvait être brisée que par un amour sincère. » Sarah le fixa, incrédule. « Papy, tu ne sais pas ce que tu dis. Ce n'est pas une simple malédiction. J'ai vu des gens mourir sous mes yeux. Si je retire ce masque, tu risques de mourir ? » Coupa-t-il doucement. Elle baissa les yeux. « Je ne peux pas prendre ce risque. » Papy s'approcha un peu plus et prit délicatement la main de Sarah dans la sienne. « Sarah. J'ai toujours admiré ton intelligence, ta force, et même ton mystère. » Elle détourna le regard, troublée. « Mais surtout, je t'aime. » Sarah sentit son cœur s'emballer. Personne ne lui avait jamais dit ça. Elle leva doucement les yeux vers lui, incapable de parler. Après un long silence, elle finit par murmurer. « Papy. Moi aussi. Je crois que je t'aime. » Papy sourit, mais il voyait bien qu'elle était encore effrayée. « Alors prouve-le-moi. Enlève ce masque. » Elle sursauta. « Non » s'écria-t-elle. Elle se recula instinctivement. « Je ne peux pas tuer une autre personne. Je ne veux pas te perdre. » Papy la regarda avec douceur, puis, d'un geste rapide, il tendit la main et arracha le masque. Sarah poussa un cri de terreur. « Non !» Elle ferma les yeux, attendant le pire. Mais rien ne se passa. Papy était toujours là. Elle ouvrit lentement les yeux, son souffle court. Ses dents n'étaient plus vertes. Elles étaient blanches normales. Son visage, autrefois un secret effrayant, était désormais d'une beauté éclatante. Elle porta la main à sa bouche, tremblante.
Ce n'est pas possible. Papy la regarda avec admiration. Tu es magnifique, Sarah. Un silence s'installa, puis soudain, les deux éclatèrent de rire. Un rire nerveux, un rire libérateur, un rire de joie pure. Sarah toucha ses dents encore et encore, comme pour être sûre que ce n'était pas un rêve. Elle riait et pleurait en même temps. Papy la prit dans ses bras, la serrant contre lui. « Tu es libre, Sarah » murmura-t-il. Alertés par les éclats de rire, Rosie et Benny sortirent précipitamment de la maison et coururent vers eux. « Mais Sarah, qu'est-ce qui se passe ?» En voyant le visage découvert de leur fille, leurs yeux s'agrandirent de stupeur. « Mon Dieu! Tes dents! Elles sont normales ?» Sarah se jeta dans leurs bras en riant et en pleurant à la fois. « Oui, maman. C'est fini. Je suis normale. » Rosie tomba à genoux, des larmes coulant sur ses joues. « Merci. Merci Seigneur. » Benny, bouleversé, prit la main de Papy et la serra avec force. « Tu as sauvé ma fille. » Papy sourit humblement. « Non. C'est elle qui s'est sauvée elle-même. Elle a juste eu besoin d'être aimée. » Ce jour-là, dans ce petit village reculé, une famille retrouva enfin la paix. Et Sarah, pour la première fois de sa vie, se sentit enfin libre. Après avoir découvert que sa malédiction avait disparu, Sarah prit une grande décision, retourner à l'université. Même si elle avait vécu une humiliation et une arrestation, elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner ses études. Elle en parla à ses parents et à Papy. « Je veux finir ce que j'ai commencé. Je suis partie comme une criminelle. Je veux revenir comme une femme forte. » Papy hocha la tête avec un sourire. « Je serai à tes côtés. » Avec le soutien de ses parents et de Papy, elle retourna en ville. Là-bas, la nouvelle de son retour fit grand bruit. Tout le monde se souvenait d'elle comme « la fille au masque », mais cette fois, elle était sans masque. Quand elle entra dans l'université, un silence impressionnant tomba sur le campus. Tous la regardaient avec stupéfaction. Naïla, celle qui l'avait humiliée et qui avait causé son arrestation, était toujours là. Quand elle vit Sarah sans son masque, elle pâlit. Sarah s'approcha calmement d'elle et la fixa dans les yeux. « Tu vois, Naïla, je ne suis pas un monstre. » Naïla, incapable de répondre, détourna le regard. Ce jour-là, Sarah ne se sentait plus une victime. Elle était une femme libre et puissante. Sarah se concentra sur ses études avec encore plus de détermination. Papy, toujours fidèle à ses côtés, l'aidait et l'encourageait. Comme toujours, elle brillait dans toutes ses matières, impressionnant ses professeurs. Papy aussi faisait partie des meilleurs, et ensemble, ils formaient un duo de génie. 3 ans plus tard, Sarah et Papy obtinrent brillamment leur diplôme. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, le recteur de l'université fit un éloge spécial pour Sarah. Voici un exemple de résilience, d'intelligence et de courage. Elle nous a prouvé que rien n'est impossible. Sarah monta sur scène sous une ovation du public. Elle regarda Papy dans la foule, un sourire éclatant aux lèvres. Elle avait réussi. Après l'université, Papy et Sarah décidèrent de ne plus attendre. Papy fit sa demande en mariage de la plus belle des manières. Un soir, sous le même baobab où ils s'étaient retrouvés, il s'agenouilla devant elle et lui demanda. « Sarah, tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais connue. Veux-tu être ma femme ?» Les larmes aux yeux, Sarah répondit sans hésiter. « Oui, Papy. » Leur mariage fut un événement inoubliable. Toute la famille, les amis et même certains anciens camarades d'université étaient présents. Ce jour-là, Sarah ne portait pas de masque. Elle portait un magnifique sourire, le plus beau de tous. Après leur mariage, Sarah et Papy décidèrent de créer leur propre entreprise. Avec leur talent en gestion et en innovation, ils fondèrent une grande société technologique spécialisée dans l'intelligence artificielle et l'innovation numérique. Grâce à leur travail acharné, leur entreprise grandit à une vitesse impressionnante. Ils devinrent des figures respectées dans le monde des affaires, donnant des conférences et inspirant des jeunes à poursuivre leurs rêves. Sarah, autrefois rejetée à cause de son apparence, était maintenant une femme influente et admirée.
Papy et elle étaient inséparables, unis par l'amour et le succès. Ainsi se termina l'histoire de Sarah, la fille autrefois maudite, qui devint une femme libre, aimée et puissante.